Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. C'est le côté pratique des choses qui m'intéresse, monsieur Oppenheimer. Qu'une monnaie soit frappée à l'effigie d'un prince ou d'un dictateur m'importe peu. Ce qui compte, c'est sa valeur. Les opinions d'un homme ne m'intéressent pas. Je le juge à ses actes. C'est vous, monsieur Oppenheimer, qu'avez réuni à Los Alamos les savants du projet atomique. Je me suis adressé aux hommes qui me paraissaient les plus compétents. Mais leur nomination dépendait, en dernier ressort, du général Groves et du colonel Lansdale, chef des services de sécurité. Un communiste est-il, selon vous, à sa place dans un laboratoire d'armement secret? À l'époque de Los Alamos ou aujourd'hui? Disons aujourd'hui. En règle générale, non. Et à Los Alamos? On pouvait admettre une exception. Pourquoi? La Russie était notre allié. Aujourd'hui, s'il y avait une guerre, elle serait sans doute notre ennemi. C'est donc en raison de l'obédience du parti au gouvernement de la Russie soviétique que l'on devrait exclure les communistes des usines d'armement secret? Cela me paraît à première vue évident. Vers quelle époque, selon vous, cela devint-il évident? 46? 47? Une simple question, monsieur Oppenheimer. Pouviez-vous ignorer en 1943 que le Parti communiste était, en fait, un nid d'espions dans ce pays? Je l'ignorais. Vous n'aviez aucun soupçon? Aucun. C'était un parti légal. La Russie était notre allié, notre glorieuse alliée. Elle venait d'écraser Hitler à Stalingrad. Personnellement, je ne l'ai jamais porté au nu, je crois. Mais vous ne m'avez jamais mis en garde. Ni moi, ni le gouvernement. D'où tenez-vous cela? Restons sur le terrain pratique, monsieur Morgan. J'affirme que personne n'a été engagé à Los Alamos dont on pouvait dire qu'il fut membre du parti. Et parmi ceux que vous aviez proposés? Aucun. Pourquoi? Il y avait là un risque de conflit moral. Qu'entendez-vous par là? Collaborer au programme militaire d'un gouvernement et soutenir un parti qui veut renverser ce gouvernement me paraissaient deux choses inconciliables. En effet. Et à Los Alamos, qu'avait-on à craindre? Une indiscrétion. Est-ce un synonyme d'espionnage? Indiscrétion implique seulement une idée de risque. Donc, la présence de communistes à Los Alamos représentait, à vos yeux, un risque pour la sécurité? La présence de communistes militants, oui. Et d'anciens membres du Parti communiste? Avec eux, le risque était limité. Il fallait prendre des précautions. Comment pouviez-vous apprécier l'importance du risque? Je me fiais à mon flair. Dans toute cette affaire, il ne faut pas perdre de vue qu'il était difficile à cette époque de réunir assez d'hommes compétents pour réaliser le vaste programme que nous avions conçu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Voudriez-vous la répéter? Avant d'engager pour Los Alamos un ancien membre du Parti communiste, le soumettiez-vous à ce que j'appellerais un test de loyalisme? Je ne vois pas bien ce que vous entendez par test de loyalisme. Et sur qui l'aurais-je expérimenté? Sur ma femme? Ou sur votre frère? Frank Oppenheimer était un ancien membre du parti. Avant de le faire engager à Los Alamos, l'avez-vous mis à l'épreuve? Mon frère, mon propre frère. Je ne vous comprends pas très bien. Je le connaissais. Vous le connaissiez comme on connaît un frère. Mais le loyalisme, c'est autre chose. J'avais confiance en lui. N'était-ce pas suffisant?
Il est possible que d'anciens membres du parti aient fait de l'espionnage. Ce n'est pas une raison pour voir un espion dans chaque communiste. En somme, vous considériez votre frère comme une exception à la règle. Pas le moins du monde. Je ne dis pas que chaque communiste représente nécessairement un risque. Je dis au contraire que cela n'a aucun sens d'en faire une règle. Voyez Joliot-Curie en France. Bien qu'il fût communiste, la France lui a confié la responsabilité de son programme atomique. Les espions atomiques Klaus Fuchs, Nunmey et Pontecorvo sont sans doute d'autres exemples. Oui. Excusez-moi. Connaissez-vous Klaus Fuchs, monsieur Oppenheimer? Vaguement. Il accompagnait les Anglais à Los Alamos. Fuchs appartenait à la section théorique dirigée par Hans Bethe. Quel genre d'homme était Fuchs? Klaus Fuchs était le fils d'un pasteur allemand. C'était un homme très calme, plutôt introverti. Il aimait passionnément les voitures de sport et conduisait d'ailleurs comme un sauvage. Je n'ai jamais compris les motifs qui l'ont poussé à faire de l'espionnage. Étaient-ce, selon vous, les motifs habituels? L'argent? Recevait-il de l'argent des Russes? Il semble au contraire qu'il l'ait fait pour des motifs éthiques, d'ailleurs assez présomptueux. Des motifs éthiques? Expliquez-vous. Il était inquiet de voir la bombe entre les mains d'une seule puissance. D'où la tentation pour celle-ci d'en abuser. C'est du moins ce qu'il a déclaré au service secret britannique. Au fond, il se voyait un peu à la place du bon Dieu. Il se prenait pour la conscience des peuples. C'est ce que j'entends par présomptueux. Êtes-vous d'avis que si les Russes possèdent aujourd'hui la bombe atomique, c'est en partie grâce aux informations d'un Klaus Fuchs, d'un Nunmey ou d'autres? Non. Grâce à eux, les Russes ont appris que nous y travaillions. Ils ont recueilli quelques détails sur notre bombe au plutonium. Mais en réalité, s'il faut en croire les investigations de nos services secrets, les Russes cherchaient dans une toute autre direction que nous. Ce qu'ils pouvaient apprendre de Fuchs ne leur était pas d'un grand secours. Me permettez-vous de poursuivre, Monsieur le Président? Je vous en prie. En quelle année votre frère s'est-il inscrit au parti? En 1936 ou 37. Quand a-t-il rompu? En automne 41, je crois. C'est alors qu'il passa de Stanford à Berkeley, au laboratoire des rayons, n'est-ce pas? Oui. Les travaux que Lorentz lui confia n'étaient pas secrets. Peu après, cependant, il devait participer à Berkeley à des travaux secrets. 1 an après, environ. Après Pearl Harbor? C'est possible. Avez-vous informé les services de sécurité que votre frère avait été membre du parti? Personne ne me l'a demandé. Personne ne vous l'a demandé. Mais en avez-vous informé Lorentz ou quelqu'un d'autre? J'ai déclaré à Lorentz que les difficultés de mon frère à Stanford venaient de ses sympathies de gauche. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Oppenheimer. Avez-vous informé quelqu'un que votre frère avait été membre du parti? Non. Pourquoi pas? Je ne voulais pas compromettre la carrière scientifique de mon frère, alors que j'avais confiance en lui. Comment saviez-vous que votre frère n'était plus membre du parti? Il me l'avait dit. Et cela vous suffisait? Bien sûr. Savez-vous que votre frère a toujours nié son appartenance au parti? Je sais qu'en 1947, il l'a nié. Et pourquoi? Sans doute parce qu'il mettait sa carrière scientifique au-dessus de tout. Il voulait continuer à travailler comme physicien. Il ne se sentait pas particulièrement attiré par les travaux des champs. Il a dû s'y habituer depuis. Donc, vous approuvez l'attitude de votre frère? Je ne dis pas cela, mais je comprends sa situation. Je puis difficilement admettre que la carrière d'un homme soit brisée parce qu'il a eu le courage de ses opinions. Le problème est le suivant. Il y a des secrets militaires. Notre liberté dépend de ces secrets. Nous devons prendre des mesures, et parfois des mesures désagréables,
pour empêcher que ces secrets ne soient divulgués. Non, mais je le sais. Mais je sais aussi que certains voudraient garantir notre liberté au prix même de cette liberté. Pouvons-nous dire, monsieur, que la loyauté toute naturelle que vous portiez à votre frère a primé sur le loyalisme envers les exigences de la sécurité? J'ai dit que je n'avais pas connu ce conflit de loyauté. Enfin, est-il important, oui ou non, que nos services de sécurité soient informés du passé politique d'un homme? Vous avez reconnu vous-même qu'un communiste peut représenter un certain danger. Or, votre frère était communiste, et vous n'en avez pas informé nos services. Ils ne me l'ont pas demandé. Et vous n'avez pas jugé qu'il était de votre devoir de les mettre au courant? Non. C'est ce que je désirais savoir. Nous sommes en 1954. Les faits que nous avons à apprécier remontent à 1943. Que pensions-nous il y a 10 ans? Rien n'a-t-il donc changé? Nous faisons face aujourd'hui au monde communiste, hier aux nazis. Nous considérons aujourd'hui la Russie soviétique comme notre rivale. Le professeur Oppenheimer ne s'est jamais caché de ses sympathies communistes. Et l'on nous demande de dire si aujourd'hui il représente un risque pour la sécurité. Il faudrait s'en tenir à des considérations pratiques. S'il ne s'inspire pas d'un sens rigoureux de la justice, tant pis. Si elle risque de bousculer des valeurs morales, tant pis. Leur manie de faire de l'idéologie à tout propos m'agace, tout comme leur respect tatillon de la vie privée. Cette sacro-sainte vie privée, notion d'un autre siècle. Nous avons examiné jusqu'où allaient les sympathies communistes du professeur Oppenheimer. Et si quelque chose en subsiste, quelles conséquences cela a eu pour nous dans le passé, et si pour l'avenir, nous pouvons prendre des risques. C'est le cours de l'histoire qui nous oblige à prendre des mesures de sécurité radicales. Le monde libre est menacé. Il doit se défendre. Je me sens vieux au milieu de ces hommes, qui sont cependant mes aînés. Ils ont leur idéologie, c'est un sens que je n'ai pas.